Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end à la Fondation Good Planet. Je suis Quentin Durand, le directeur de Carona. Donc, Carona Setchen, c'est l'association qui a la joie d'organiser les rencontres altruistes. C'est la 3e édition à la Fondation Good Planet. Et aujourd'hui, on va parler de la question de l'altruisme au travail. C'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. On va surtout parler d'outils concrets, de culture de travail et d'outils concrets qu'on peut mettre en place dans nos organisations. Et on va commencer, je vous propose de commencer par un de ces outils, qui est qu'au début de chaque réunion, chez Carona, on fait un tout petit temps de pause, de méditation et de recentrage. C'est un outil qui prend vraiment pas beaucoup de temps, comme vous allez le constater. Donc je vous propose peut-être de vous asseoir confortablement, le dos bien droit. Peut-être qu'on peut porter notre attention sur nos sensations corporelles. Par exemple, les pieds au contact du sol, le fessier au contact de la chaise, peut-être tout simplement les mouvements de notre respiration sur nos vêtements. Et simplement se concentrer sur le moment présent. Merci. On va commencer par prendre soin de nos intervenants. Donc je vais les présenter à tour de rôle et je leur demanderai, suite aux présentations, de faire leur météo intérieure. C'est un deuxième outil qu'on utilise notamment chez Carona et qui est aussi utilisé dans certaines de vos organisations. Alors je vais commencer par Fabien, à ma droite. Donc Fabien, tu es le porte-parole de Job That Makes Sense. Job That Makes Sense est une plateforme d'emploi à impact positif. Et le rôle de Make Sense, c'est d'accompagner les citoyens qui cherchent du sens dans leur travail. Et une des voies possibles, évidemment, c'est de se tourner vers un métier à impact. Donc vous travaillez avec plus de 8000 organisations sur votre plateforme et une centaine d'organismes de formation. Et vous aidez à la fois le côté recruteur à engager des candidats autour d'une raison d'être et d'une mission d'entreprise. Et à la fois, bien sûr, vous aider les candidats à trouver un projet réellement impactant pour leur travail. Merci Fabien d'être ici. Alors comment tu te sens aujourd'hui ? Alors, moi je dirais, alors je suis très content d'être là d'abord, mais je suis un peu malade, donc je dirais embrumé. J'ai hésité même, parce que j'étais vraiment pas bien ce matin, mais là je suis content d'être là et je vais essayer de rester quand même concentré et de donner le meilleur de moi-même. Voilà. Merci. Inès, tu es la cofondatrice de YoTime. Tu es enseignante de yoga et de méditation. Ça fait plus de 10 ans que tu pratiques le yoga, 7 ans que tu l'enseignes. L'idée derrière YoTime, c'est l'idée d'être pleinement soi au travail, avec comme mission de construire un monde plus conscient et plus heureux. Le lien avec Carona, ces chaînes, il date d'il y a 5 ans, au moment de Action for Carona et de Yoga for Carona, où tu avais organisé une collecte de fonds pour notre association. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Comment tu te sens aujourd'hui, Inès ? Bonjour à toutes et à tous, merci Quentin. Je me sens, je pense, à l'image de la météo du jour, donc très enjouée et peut-être même parfois un peu éblouie, parce que c'est quand même un peu impressionnant d'être là, mais en tout cas très heureuse. Merci pour l'invitation. Merci. Ludovic, tu as commencé le yoga il y a 25 ans quand tu étais enfant. Et modestement, tu nous avouais que tu ne le pratiques plus aujourd'hui. Tu as cofondé Chance il y a bientôt 10 ans, notamment cofondé avec Mohamed Younous. Chance, c'est une communauté d'entraide et une méthode pour permettre à chacune et chacun de trouver sa place dans le monde du travail.
Le projet Chance a déjà rassemblé une communauté de 7500 personnes. Je n'ai plus en tête d'ailleurs le nombre de personnes que vous avez accompagnées. Ouais. 25 000 personnes que vous avez accompagnées dans des projets de carrière. Le projet Chance à terme, c'est de permettre à 1 million de personnes en situation de vulnérabilité économique de s'en sortir. Et tu as notamment aussi créé un fonds de dotation à Chance pour tous. Comment tu te sens aujourd'hui, Ludovic ? Merci Quentin. J'ai vécu le moment le plus important de ma vie professionnelle il y a 48 heures. Donc je me sens comme après un orage, c'est-à-dire avec le soleil qui commence à apparaître. Et je vous raconterai un peu tout à l'heure qu'est-ce que c'était le plus important moment de ma carrière. Merci. Donc comme vous l'avez compris, on va aborder un aspect essentiel de notre vie et de notre vie professionnelle, qui est la question de la générosité, de l'altruisme et de la bienveillance dans le milieu du travail. On va tenter de définir ces concepts. Peut-être Ludovic, est-ce que tu voudrais proposer une définition de l'altruisme et dans le monde du travail ? Je sais pas si je peux définir l'altruisme au travail et surtout dans un événement comme celui-ci avec des spécialistes hautement plus qualifiés que moi sur le sujet, mais je peux essayer de poser des questions qui est, si on parle d'altruisme au travail, c'est altruisme envers qui ? Est-ce que c'est l'altruisme envers mes collègues, les différents collaborateurs, collaboratrices au sein d'une entreprise ? Est-ce que c'est l'altruisme vis-à-vis des clients, des bénéficiaires, des personnes qu'on sert à travers notre activité professionnelle ? Est-ce que c'est l'altruisme vis-à-vis des partenaires, des différents partenaires avec lesquels l'organisation travaille ? Tout ça, on dirait, c'est une grande famille. Et puis, si on dit l'altruisme au travail, ça peut être aussi l'altruisme dans lequel l'autre est au travail, mais qui n'est pas nécessairement mon travail. Donc dans les 3 premiers cas, c'est je suis au travail avec cette personne et comment est-ce que j'exerce mon altruisme avec une personne avec qui je travaille au quotidien ou régulièrement. Et dans l'autre cas, c'est comment est-ce que je peux exercer mon altruisme vis-à-vis de quelqu'un avec qui je ne travaille pas directement, auprès de qui je pourrais potentiellement être utile. Et pour moi, tout à l'heure, pour celles et ceux qui étaient là dans le talk précédent avec Christophe André et Mathieu Ricard, il y avait un débat que je trouvais intéressant sur la question de l'altruisme est-il complètement désintéressé. Donc Mathieu Ricard disait il faut que l'intention, il faut que ce soit totalement désintéressé. Du coup, je pense qu'il n'est pas possible d'être totalement désintéressé avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Puisque de fait, vous êtes dans une relation qui va avoir des impacts sur la suite, sur vous-même. Donc ça ne peut pas être purement désintéressé. Donc si on prend la définition de Mathieu Ricard, et Quentin, je pense que tu ne seras pas d'accord avec, il ne peut pas de toute façon publiquement dire ça, je pense que le seul vrai altruisme au travail, c'est l'altruisme vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous ne travaillez pas dans son contexte professionnel. Merci. Donc on voit bien qu'il y a quasiment une opposition de principe en fait, que de temps en temps on peut placer autour des mots altruisme et monde du travail. Peut-être que Fabien, tu aurais quelque chose à nous dire autour de ça ? Oui, en fait, il y a des notions liées au monde du travail, à l'économie dans laquelle on est, qui viennent en confrontation justement avec cette volonté d'altruisme. Tout ce qui est compétition. La compétition, c'est un peu l'inverse, je ne sais pas si on peut les opposer totalement, mais c'est un petit peu l'inverse de l'altruisme. Et nous, dans les organisations, notamment dans l'économie sociale et solidaire, on essaye plutôt d'aller vers de la coopération. Alors, je ne suis pas en train de vous dresser un monde de bisounours, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est important, si on veut faire advenir plus d'altruisme au travail, de plus aller vers de la coopération entre les acteurs. Donc là, pour reprendre un petit peu la typologie que tu avais tout à l'heure, c'est entre deux différentes entreprises, il peut y avoir de l'altruisme et c'est une volonté de faire ensemble aussi. L'altruisme envers les parties prenantes qui est super intéressant, de se dire comment moi je parle beaucoup d'empathie au travail, comment je me mets à la place des parties prenantes, que ce soit si on est une entreprise, des clients ou des bénéficiaires, tu le disais. C'est une notion importante aussi. Et entre salariés, il y a aussi une forme de compétition souvent. Et on reviendra tout à l'heure sur les modes d'organisation. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une entreprise où les collègues sont pleinement altruistes entre eux si on ne modifie pas les modes d'organisation qui souvent ont une certaine forme de violence et portent en eux cette notion de compétition.
Merci. Mode d'organisation et raison d'être aussi, certainement. Peut-être que justement, l'altruisme au travail, est-ce qu'il ne commencerait pas par prendre soin de soi? Est-ce que Inès, tu voudrais nous en dire un mot? Oui, c'est vrai que quand on pense altruisme, a priori, on va penser que c'est complètement opposé au travail, parce que le travail va plutôt nous faire penser à la performance, la compétition, une fonction en tant que telle. Et pourtant, il y a quand même de la souffrance au travail. Beaucoup de personnes ont pu déjà faire l'expérience de souffrance au travail, plus ou moins intense, que ce soit des souffrances physiques. On parle beaucoup de TMS aujourd'hui, c'est un mot qui est à la mode, des RPS sur la santé mentale, du burn-out. Et en fait, comment remettre de la cohérence dans tout ça? Est-ce qu'en fait, d'opposer des qualités comme l'altruisme et le travail, c'est pas justement peut-être augmenter cette souffrance? Donc c'est une question que je pose. Et c'est vrai que pour remettre de la cohérence, en tout cas nous, notre mission avec YoTime, et ça passe par le yoga et la méditation, c'était revenir à soi et donc prendre soin de soi, être mieux avec soi pour être mieux ensemble. Et donc prendre soin de soi, on peut l'envisager de plein de manières différentes, je pense, mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur être à l'écoute. Et c'est vrai que quand on est au travail, on est dans la performance, dans le faire. Donc on est toujours dans l'action et on est très peu souvent dans l'être. Et donc on ne vient pas écouter ce qui se passe et ce qu'on peut ressentir par moment, qui va nous donner des indicateurs sur comment ajuster nos journées et parfois peut-être faire un peu moins ou un peu plus en fonction de comment on se sent. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Dansbourg, qui a beaucoup écrit autour de la communication non violente. Et il a une image que j'aime beaucoup, qui est l'image du signal rouge dans une voiture. Donc vous avez tous, je pense, déjà été dans une voiture. S'il n'y a plus d'essence, il y a un signal rouge qui va s'allumer. Et donc vous allez tous aller remettre de l'essence dans la voiture de manière assez simple. Et en fait, nous, on fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des signaux que notre corps nous envoie. Et si on ne les écoute pas pour peut-être parfois faire une pause, aller bouger, aller parler à quelqu'un, et en fait, on va venir se mettre en danger. Et notre principal véhicule, celui avec qui on va aller au bout de notre vie, ça reste notre corps. Et donc, pour pouvoir être présent pour les autres, il faut prendre soin de ce véhicule. Et donc je pense qu'en effet, l'altruisme commence par prendre soin de soi. Voilà, je pense ce que je peux dire. Merci. Et tu nous parlais aussi, dans la préparation de cette réunion, de 3 piliers sur lesquels vous insistiez chez YoTime, notamment la reconnexion au vivant. Typiquement ce qu'on a fait au début de cette table ronde par ce petit temps de pause. Est-ce que tu souhaiterais nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai, quand je disais qu'on est beaucoup dans le faire, quand on est au travail, cette idée d'agir, de faire toujours plus, on se déconnecte donc du coup de l'être et donc du vivant. Et c'est vrai qu'une étape pour prendre soin, ça va être cette connexion au vivant. Et donc de manière assez simple, ce qu'a fait Quentin, prendre 5 minutes de respiration, que vous soyez seul ou avec votre équipe au début d'une réunion, ça va vous permettre de venir vous reconnecter à votre respiration. Un témoignage, nous, assez fort. Enfin, on a eu beaucoup de témoignages dans les participants, les organisations qu'on accompagne. Mais un jour, il y a une personne de 45 ans, après une séance, qui est venue me voir et qui m'a dit « c'est la première fois que je m'entends respirer ». Donc peut-être que pour vous, ça semble très éloigné parce que vous êtes tous là aujourd'hui, donc vous êtes a priori assez sensibles à la cause et vous avez peut-être déjà tous médité, toutes et tous médité. Mais en tout cas, voilà, attendre 45 ans pour s'entendre et s'écouter respirer, c'est quand même quelque chose. Et donc, voilà, encourager la connexion au vivant pour prendre soin de soi. Merci. Ces petits temps aussi de pause et de météo intérieure, comme on a fait, peuvent aussi permettre de partager sa vulnérabilité pour que dans une équipe, les uns et les autres puissent s'ajuster, ajuster leurs réactions, ajuster leur comportement. Je crois que c'est aussi quelque chose que vous pratiquez chez Make Sense. Oui, tout à fait. Et là encore, il faut qu'il y ait le bon cadre pour pouvoir accepter de partager sa vulnérabilité, parce que si on n'a pas un cadre bienveillant en face, forcément, on va vouloir se protéger. Il faut aussi avoir les bons outils. La météo intérieure, c'en est un très efficace et facile à mettre en œuvre dans n'importe quelle réunion, parce que ça vous permet de
voilà, d'exprimer tout de suite. Et puis après, il peut y avoir, alors je pense peut-être qu'on reviendra plus tard, je ne veux pas divulgacher la suite de la conférence, mais des outils comme le MBTI aussi qui permettent de connaître un petit peu mieux. Donc je ne sais pas si vous connaissez le MBTI. Donc voilà, c'est un outil qui permet de savoir un petit peu quel est notre mode de fonctionnement. Alors il faut faire attention parce que l'idée n'est pas de mettre des gens dans des cases, hein, mais de savoir un petit peu est-ce qu'on est plutôt introverti, extraverti, etc. Et donc de s'adapter en fonction de ça. Typiquement, moi je suis un profil plutôt très introverti. Du coup, alors là c'est une prise de parole qui est un petit peu différente, mais si je prends moi tout seul la parole sur un pupitre devant 300 personnes, ben, je vais perdre de l'énergie au fur et à mesure et du coup j'ai besoin d'autre chose pour me ressourcer. De prendre conscience de ça et donc d'avoir un petit peu ces outils-là qui nous permettent de mieux comprendre notre mode de fonctionnement et aussi mieux comprendre le mode de fonctionnement de ses collègues, ça va nous permettre d'être plus bienveillant envers soi-même et d'adapter un petit peu son mode de travail et ses pratiques en fonction de ses besoins et ses envies. Et point d'attention aussi sur ce genre d'outils, hein. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de catégoriser les gens ou de se dire parce que tu es introverti, tu ne pourras jamais faire de prise de parole en public, par exemple. C'est pas le cas, c'est juste qu'on le fait différemment. Donc ça permet de comprendre, ok, sur quoi je suis à l'aise et quoi je suis moins à l'aise et comment je peux m'adapter par rapport à ça. Merci, c'est intéressant parce qu'on voit que l'altruisme au travail, il commence déjà par prendre soin de soi et il commence aussi par la connaissance de soi. Est-ce que Ludovic, tu voudrais nous en dire un mot sur la connaissance de soi? Tous les jours, on a chez Chance des centaines de personnes qui nous appellent et qui nous disent les choix que j'ai faits avant étaient les bons, aujourd'hui je sens que c'est pas les bons, je sais pas quoi faire. Qui nous disent je me suis laissé dicter par mon environnement quelle devait être ma place. Et aujourd'hui je sens que c'est plus la bonne place. Qui nous disent je suis complètement perdu, je suis bloqué. Qui nous disent je me sens mal. Vers quoi? Et là, depuis le début de notre conférence, il y a statistiquement 4 personnes qui nous ont appelés depuis qu'on commence à parler en nous disant ce que je viens de vous dire. Et ça fait des années et des années, des milliers de personnes en France. Ça, si on fait un flashback, et donc une partie de notre travail, ça a été d'accompagner 25 000 personnes à déterminer qui suis-je, vers quoi je veux aller et comment est-ce que je peux aligner ça et comment est-ce que ça peut avoir du sens. Et on va parler plus tard de la question du sens. Donc la notion de connais-toi toi-même, elle est absolument fondamentale et au passage, il y a 2000 ans, les Grecs nous disaient déjà que c'était le premier truc à faire. On est un peu long à la détente, on n'y est pas encore tout à fait. Mais on pense, et c'est notre credo chez Chance, que ce sujet de la connaissance de soi va se banaliser ou en tout cas va devenir la norme. Et on parle d'hygiène mentale professionnelle. Et je t'écoutais sur ce que tu viens de dire juste avant. Hygiène mentale professionnelle, c'est-à-dire que le fait de se connaître va devenir un truc basique. De la même façon, dans 5 ans ou dans 10 ans, le niveau de connaissance de soi moyen, je pense, sera nettement plus élevé et sera absolument normal de se connaître à ce niveau-là qu'il l'est aujourd'hui. De la même façon que si vous réfléchissez, se brosser les dents tous les jours, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Donc l'hygiène buccale, il y a un moment dans l'histoire, elle est née. Et elle s'est imposée comme une norme. Aujourd'hui, tout le monde se brosse les dents plusieurs fois par jour. Donc je pense que l'hygiène mentale professionnelle, commençant par la connaissance de soi, va devenir la norme dans la société. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ça donne de l'espoir en tout cas. On est là pour ça. Et donc si ça fonctionne par cercle concentrique, donc c'est d'abord prendre soin de soi, ensuite il y a les liens sociaux, les collègues du premier cercle. Est-ce que Inès, tu veux nous parler de la force des liens sociaux et le lien avec l'altruisme? Oui, c'est vrai qu'on pense souvent prendre soin, quand nous on parle à des entreprises par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que le yoga ou la méditation c'est égoïste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette remarque, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est quand même là pour parler d'altruisme et on fait beaucoup de yoga et de méditation. Donc, en fait, ça paraît quand même évident d'être disponible pour soi. Et d'ailleurs, une des définitions de l'altruisme, c'est être disposé à s'intéresser. Et donc, dans disposer, on entend disponible. Donc, encore une fois, ça commence par soi et s'intéresser à l'autre, donc le lien.
Et c'est vrai que prendre conscience en fait de l'interdépendance, c'est un concept dont Mathieu Ricard parle beaucoup, donc je pense que vous devez peut-être le connaître. Mais c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup. On a vu à quel point on a été impacté pendant la période du Covid par le manque de liens, et d'ailleurs des liens à plein de niveaux différents. C'est-à-dire, ça reprend un peu quand Ludovic disait quel est l'autrui dans l'altruisme. En fait, quand vous allez au travail, vous allez peut-être voir une personne à l'accueil, après des personnes avec qui vous ne travaillez pas, mais qui vont être dans le bureau, puis vos personnes les plus proches du travail. Et en fait, on a plein de niveaux différents. Et tous ces liens-là nous nourrissent au quotidien. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un exercice de prendre conscience de l'interdépendance qu'il y avait dans votre journée aujourd'hui, vous pouvez juste réfléchir avant d'arriver à la Fondation Good Planet à toutes les personnes qui ont eu un impact dans votre journée, à commencer par votre petit déjeuner, ce que vous avez mangé au petit déjeuner, ce qui a été cultivé, mis dans des boîtes, organisé logistiquement pour être amené dans le magasin, des gens qui ont ouvert le magasin. En fait, toutes ces personnes qui ont un impact au quotidien de votre vie. Et vous pouvez aussi prendre conscience de ça au travail. Et ça permet, je pense, de donner une place à l'altruisme au travail, de prendre conscience de ça. Merci. D'ailleurs, Mathieu Ricard, dans certains de ses ouvrages, propose des définitions de l'altruisme, une d'elles étant une disposition naturelle à aider quelqu'un de manière désintéressée. Et ce que je trouve intéressant dans cette notion de disposition que tu mentionnais, Inès, c'est qu'une disposition, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est une disposition naturelle qu'on peut cultiver. Et Mathieu dit souvent, on peut s'entraîner à devenir altruiste comme on s'entraîne à jouer du piano. Et donc ces dispositions aussi dans le monde du travail se cultivent et s'entraînent. Sur des outils concrets peut-être, tu as parlé de communication non violente, Inès. Je crois que c'est un sujet aussi qui vous est cher chez Make Sense. Oui, nous on est formés dès qu'on arrive en fait chez Make Sense, on est formés à la communication non violente. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers du concept. Je ne vais pas vous faire le cours parce que je serais extrêmement mauvais, c'est pas ma spécialité. Mais c'est vraiment une des bases qui est très importante, c'est de ne pas projeter sur les autres notre mode de fonctionnement à nous-mêmes et d'être vraiment dans de l'écoute active et non violente comme le dit le concept. Encore une fois, je mets toujours des points d'attention. Ça reste des outils. Il ne faut pas toujours les appliquer au pied de la lettre. Parce que la communication peut devenir aussi artificielle si on est vraiment à se dire voilà, je gère un feedback, je vais vraiment faire le mode de communication non violente, je vais le prendre à la lettre. Ça peut être un petit peu dangereux et même être avoir un effet inverse de ce qu'on souhaite. Parce que du coup, ça génère quelque chose d'artificiel, mais c'est quand même un outil très important à maîtriser pour comprendre comment on peut être plus bienveillant envers les autres dans son mode de fonctionnement. Voilà ce que j'avais à dire sur la communication non violente. Et sur la gestion des conflits, qui est totalement naturelle, que dans toute organisation, il y a des tensions, c'est un phénomène naturel. Donc pareil, ça, il faut les accepter. Il faut accepter le fait d'avoir des conflits et avoir un mode d'organisation qui le permette. Nous, on a tout un mode de fonctionnement autour sur le principe d'autodétermination, mais je sais qu'on y reviendra tout à l'heure, où il y a différents niveaux. En fait, quand vous prenez une décision, vous allez la prendre vous-même, sauf si elle impacte d'autres personnes. Et si elle impacte d'autres personnes, ces personnes qui sont impactés peuvent venir en conflit avec votre prise de décision parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que la manière dont votre décision va les impacter est très négative. S'il y a des conflits, on essaye d'abord de les résoudre via des outils de communication non violente entre soi, mais ça peut ne pas arriver. Et du coup, on escalade, entre guillemets, comme on dirait, dans une organisation hiérarchique. Mais en fait, on a des commissions de résolution de conflits où on va s'expliquer de manière la plus bienveillante possible. Et elle est très, très, très rarement utilisée, cette commission de résolution de conflits, puisqu'en général, dès le premier niveau, en fait, le principe de l'autodétermination fait qu'on est suffisamment autonome pour se dire, en fait, cette décision est trop impactante pour les autres, du coup, je ne vais pas la prendre. Donc c'est rarement utilisé, mais n'empêche que c'est très efficace quand on en a besoin.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que dans une organisation qui place l'altruisme au cœur de sa culture de travail, ça ne veut pas dire que c'est une organisation lisse et un peu fade, où finalement il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de tension, mais c'est en fait une entreprise ou une organisation qui incorpore déjà dans son fonctionnement des outils de résolution de ces tensions et des outils de résolution des conflits. Et d'ailleurs, Frédéric Laloux, qui est un des grands spécialistes de la question des nouveaux modes d'organisation, qui nous a accompagnés chez Carona et qui vous a aussi accompagné chez Make Sense, lui, il dit quand il y a une tension, la première chose à faire, c'est de se réjouir. Chouette, il y a une tension qui émerge, c'est un truc génial qui va nous permettre de pratiquer et qui va nous permettre de résoudre ça collectivement. Sur peut-être la nécessité, du coup, pour mettre en place ces outils, c'est qu'il faut faire de la place. Il faut faire de la place en termes de ressources, en termes de disponibilité des membres, des collaboratrices ou des collaborateurs. Toi, Inès, je sais que c'est une question que tu rencontres souvent. En effet, beaucoup d'entreprises et donc de personnes qui souhaitent mettre en place des séances de yoga ou de méditation, que ce soit régulièrement ou ponctuellement, nous disent en fait on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de méditer ou faire du yoga au travail. Et je ne sais pas si vous connaissez cette pensée zen qui dit si tu as le temps, médite 20 minutes. Et si tu n'as pas le temps, alors médite 40 minutes. D'ailleurs, je vous invite à essayer une fois, parce qu'on le dit, mais il faut le tenter quand même. Et c'est vrai que la notion du temps, en fait, elle est relative. Et aujourd'hui, je pense que un mal du siècle, c'est les sollicitations permanentes qu'on a, les notifications, etc. Et qu'en fait, ce qui impacte considérablement notre attention. Et donc, j'arrive pas à expliquer tout ça à quelqu'un au téléphone quand j'essaye de le convaincre de mettre en place des séances de yoga ou de méditation pour ses collaborateurs, mais aujourd'hui on peut prendre ce temps et qu'en fait est-ce que finalement prendre ce temps c'est pas derrière avoir plus d'attention, être plus concentré, plus lucide aussi, savoir mieux prioriser, que ce soit d'ailleurs dans sa vie professionnelle mais bien sûr personnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du travail, mais qu'au final, ce qu'on cultive, ça va irradier après partout dans sa vie. Et donc, c'est intéressant. Et si c'est l'entreprise qui peut permettre ça, parce que c'est quand même là où on passe la majorité de notre vie, au travail, et je pense que c'est génial. Il y a aussi, Fabien, tu nous le rappelais il y a quelques jours, on ne pourrait pas penser que certaines entreprises sont tellement bien huilées qu'il n'y aurait pas 1 heure par semaine ou 30 minutes par semaine de chaque membre à dédier à des pratiques comme ça. Comme on l'a vu là au début de cette table ronde, faire un petit temps de pause et une petite météo intérieure, en réalité, ça nous a pris à peine 5 minutes et déjà, ça apporte beaucoup en termes de culture de travail. Ça nous amène peut-être à la question du sens au travail. Ludovic, je sais que c'est le cœur de métier de chance. Est-ce que tu voudrais nous en dire un mot ? Avec plaisir. On entend parler beaucoup, enfin vous voyez les médias en ce moment, le sens au travail, il y en a partout, c'est la première page un peu partout. Et on nous dit oui, il y a des métiers qui ont du sens, il y a des métiers qui n'ont pas de sens, et du coup il faut chercher les métiers qui ont du sens. On pense, pardonnez mon langage, mais que c'est des conneries. Il n'y a pas de métiers qui ont du sens, un métier n'a pas de sens en soi. Et on a développé en fait toute la base de la méthode chance en disant un travail c'est pas qu'un métier, un travail c'est 4 piliers qui est F, E, M, I, FEMI. F c'est une finalité. Une finalité c'est en quoi suis-je utile par mon travail. Donc c'est la motivation extrinsèque. Ensuite vous avez le M, c'est le pilier métier, c'est votre activité au jour, c'est l'ensemble de vos activités au jour le jour qui correspond à votre motivation intrinsèque. Ensuite, vous avez le E, qui est l'environnement de travail, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins autonome, plus ou moins perfectionniste, etc. Et enfin, le I, qui sont vos impératifs de vie choisis, impératifs financiers. J'ai un emprunt à rembourser absolument, j'ai 2 enfants à charge, il faut absolument que je gagne plus que X chaque mois. Géographique, je suis séparé de mon ex, j'ai pas la garde. Si je veux voir mes enfants, il faut que je sois dans ce bassin d'emploi. Ou horaire, je dois récupérer mes enfants à l'école le mercredi à telle heure. Et vous retrouvez les F, E, M, I. Donc un travail qui a du sens pour Inès ou un travail qui a du sens pour
Quentin, c'est pas les mêmes. Et un travail qui a du sens pour Inès aujourd'hui et un travail qui a du sens pour Inès dans 10 ans, c'est pas les mêmes. Donc le sens, c'est l'alignement avec votre fémis individuel à un moment donné. Et ça, et d'où la naissance, et vous voyez le lien avec la notion de connaissance de soi. En fait, si vous ne connaissez pas votre fémis individuel, bon courage pour trouver ce qui a du sens pour vous. Et là, on est dans la loupe et dans la machine à laver, et on se sent pas bien, etc. Et là, le fait de méditer, malheureusement, je suis provoque, n'est pas suffisant. Et peut-être, on peut faire une toute petite pratique sur la notion de l'altruisme et la notion d'utilité. Donc si on prend le F, parce que sur les 4 piliers F-E-M-I, l'altruisme, pour moi, s'exerce davantage sur le F, la finalité. Et on a défini 4 niveaux d'utilité. Parce que tout le monde dit « je veux être utile ». Ok, c'est-à-dire quoi? Encore une fois, pour chacun de nous 3, de nous 4, on ne veut pas être utile de la même façon. Donc imaginez, il y a 4 niveaux d'utilité. Premier niveau d'utilité, utilité vis-à-vis de 2-3 personnes, qui peuvent être vos enfants ou des collègues. Deuxième niveau d'utilité, une dizaine de personnes, quelques dizaines de personnes. Niveau d'utilité très important chez les dirigeants d'entreprise, par exemple. Troisième niveau d'utilité, la société. Et quatrième niveau d'utilité, la planète. Je répète, premier, 2-3, 2, dizaines, 3, société, 4, la planète. Vous l'avez ? Ok, maintenant imaginez que vous avez 10 boules de loto, ok? Les boules comme à l'époque. Je suis plus vieux que j'en ai l'air. Il y a ces 10 boules. On va prendre 30 secondes, si Quentin tu l'autorises. On va prendre 30 secondes et réfléchissez ces 10 boules. Comment est-ce que vous allez les allouer sur les 4 niveaux d'utilité, chacun et chacune? Ok? Vous refaites la somme, ça fait bien 10, c'est bon? Vous hésitez entre différents niveaux. Et donc là, c'est un exercice extrêmement simple de définition du F pour vous. C'est en fait, je veux être utile. Si vous n'êtes pas complètement égoïste et si vous êtes le samedi aux rencontres altruistes, a priori, vous n'êtes pas complètement égoïste, les 4 niveaux vous intéressent. Mais on est fini. On a un temps fini et on peut l'allouer de manière finie de fait. Donc la question est le choix. Donc la détermination de ce qui compte pour moi et en quoi je veux être utile aux autres, au monde, à la planète, à un instant donné, est absolument critique. Donc c'était un tout petit exemple sur vos boules d'utilité, mais gardez-le si vous voulez, ce petit exercice. Et dans 5 ans, vous verrez, si vous le refaites, que ce n'est pas du tout le même. Il aura évolué. Merci. Fabien, sur la question de la notion d'utilité et du sens, je crois que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez beaucoup chez Make Sense. Ouais, tout à fait. On a une typologie qui est assez proche de ce que tu disais, où on parle d'utilité sociale, donc le pourquoi, en 2 mots, je travaille, quelle est la finalité de ce que je fais, l'intérêt des missions, tu en parlais aussi, et après on met un peu plus tout ce qui est conditions de travail, dans lesquelles il peut y avoir le côté financier et aussi les relations avec les collègues, etc. La flexibilité du travail. Et donc c'est un peu un équilibre entre ces 3 dimensions ou 4 dimensions-là qu'on va aller chercher sur le sens au travail. Pour revenir sur l'utilité, ce qui est important, et donc c'est là où effectivement on trouve pas mal l'altruisme, mais l'altruisme au sens, j'allais dire le plus noble, je ne sais pas si c'est plus noble que d'autres choses d'ailleurs, mais en tout cas plus méta, vers à quoi va servir mon travail, est-ce que c'est pour la planète, est-ce que c'est pour la société, etc. On peut retrouver de l'utilité dans à peu près tout métier, et des métiers qu'on n'imaginerait même pas, par exemple la relation client. J'ai travaillé pendant 7 ans chez SFR, et un téléconseiller chez SFR peut être éminemment utile et être très altruiste dans sa façon de faire. Alors il a des objectifs qui parfois sont très dissonants avec cette volonté d'altruisme, mais dans son cadre à lui, il va pouvoir aussi le faire avec toute la bienveillance qu'il peut apporter. Un autre point aussi que je voulais peut-être aborder sur d'où ça vient cette histoire de sens au travail. Alors,
Je pense que la question du sens, on se l'est posé, tu parlais de philosophe tout à l'heure, je pense que c'est aussi vieux que la philosophie, la quête de sens dans sa vie. Et donc par extension au travail. On a vu une accélération depuis le Covid. Moi, la manière dont je l'interprète, c'est que vous voyez un peu l'image de la grenouille qui est dans une marmite d'eau bouillante. On fait monter l'eau au fur et à mesure et du coup la grenouille c'est bouillante. Ça, c'était nous dans notre vie de travail avant le Covid. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on est sorti de notre quotidien au travail, soit parce qu'on était en chômage partiel, soit parce qu'on était en télétravail, ou alors il y avait les métiers essentiels qui étaient touchés pleinement par les besoins du Covid. Mais pour les autres, donc on est sorti de notre contexte. Et après le Covid, on a essayé de nous remettre dans cette marmite, sauf que l'eau était toujours bouillante et du coup, on ne veut plus y aller. Et c'est ça, en fait, cette crise un petit peu de sens, cette quête de sens, c'est ça. Les confinements nous ont permis quelque part de prendre du recul sur nos essentiels. On parlait de vie de famille tout à l'heure, par exemple. Les confinements étaient vraiment des moments révélateurs sur l'importance de la famille. Les questions de santé, les questions d'environnement aussi ont été très présentes. On a vu ce que c'était une ville sans voiture, on entendait les oiseaux, etc. On s'est reconnecté avec le vivant, tu en parlais tout à l'heure. Et donc je pense que c'est une super opportunité aussi, peut-être pour... ça va être très long, mais pour faire advenir plus d'altruisme au travail maintenant, de se dire on va essayer d'être utile. C'était quand même très violent de se dire mon métier il n'est pas essentiel. Ça veut dire en fait mon métier il est superflu. Donc au final pourquoi je continuerai à exercer ce métier-là si je ne suis pas essentiel aux yeux de la société? Et effectivement la vie a continué de tourner sans nos métiers. Donc je trouve que c'est une belle remise en question et ça, encore une fois ça prendra du temps. On a vu que on parlait du monde d'après, etc. Il n'est pas advenu après les confinements, mais je pense, nous on le voit en tout cas sur Job That Makes Sense, il y a de plus en plus, tu le vois chez Chance aussi, il y a de plus en plus de personnes qui se posent ces questions-là et qui essayent de trouver un métier qu'ils jugeront plus utile ou dans lequel ils trouveront du sens en fonction des dimensions qu'ils vont chercher sur le sens. Et juste pour finir, et j'étais extrêmement long, je suis désolé, sur les outils qui existent pour justement essayer de se comprendre et d'aller chercher du sens. Il y a l'ikigai, désolé pour ceux qui connaissent déjà, c'est une méthode japonaise où on se pose 4 questions qui sont: qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi je peux être payé? Et de quoi le monde a besoin? Et en fait, toute l'idée de cet exercice, c'est d'aller ces 4 cercles concentriques en fait. Il y a le centre, c'est son ikigai. Je suis pas sûr qu'il existe forcément, mais en tout cas, ça permet de se questionner autour de ces 4 types de questions et de se dire, je vais essayer de faire converger le plus possible ces 4 types de questions. Moi, je trouve que c'est un outil. Encore une fois, vous l'avez compris, je suis pas en train de vous dire que les outils sont la vérité absolue. Mais ça permet de se questionner et de mieux se connaître. Et je pense que c'est toujours utile. Ça pose du coup la question du job idéal. C'est un des mots qu'on entend souvent, qui n'existe peut-être pas. Peut-être. Inès, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Sur le job idéal, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est vrai que quand on réfléchit au sens au travail, on pense un peu qu'il y a une destination finale et qu'on doit arriver à un certain poste pour être heureux et enfin avoir trouvé du sens dans son travail. Et c'est juste là-dessus où j'avais envie de remettre un peu de nuance, parce que, comme le disait d'ailleurs Ludovic, notre vie, elle évolue, donc ce qui va faire sens pour vous aujourd'hui, ce sera peut-être pas la même chose dans 5 ans, même l'année prochaine. Et parfois, on est tellement déterminé à essayer de trouver cette destination qu'en fait, le jour où on arrive, ça fait même plus sens si on y arrive. Et du coup, de revenir en fait, juste au chemin et de peut-être trouver le sens aussi dans le chemin vers soi pour dédramatiser la destination finale, en fait. Et que le chemin vers soi, année après année, le progrès, c'est ça aussi qui fait du sens dans sa globalité. Et ça met tout de suite, je trouve, beaucoup moins de pression sur le métier en tant que tel. Et du coup, ça aide à dédramatiser et à rester aussi aligné avec soi-même, je pense, de voir les choses un peu moins centrées sur le métier en tant que tel et la destination finale, en tout cas. Et cette dédramatisation, elle permet aussi de ne pas catégoriser les métiers en 2 grands types de métiers. En gros, les métiers inutiles et les métiers qui sont utiles à la société.
Moi, je pense très fort que c'est pas tellement le métier qui est important, mais c'est plus la manière dont on le fait. C'est plus les qualités humaines qu'on va pratiquer, cultiver dans notre métier qui vont donner ce sens-là. Sur la question peut-être du sens, c'est vrai qu'en entreprise, il peut aussi y avoir des environnements qui peuvent être toxiques, où on peut être dans une situation de vie, voilà, vivre les prémices d'un burn-out, etc. Il y a aujourd'hui des outils de prévention qui peuvent être mis en place. Est-ce que Ludovic ou Fabien, vous voulez nous en dire un mot ? Je pense les outils de prévention, c'est tous les outils de connaissance de soi et de positionnement avec un alignement maximisé. D'après moi. Et voilà ce que je dirais. Je suis moi-même passé par un burn-out en 2018, il y a 5 ans. Vous vous réveillez je me suis réveillé un matin. Je me suis dit, je vais aller prendre une douche ou je vais boire un verre d'eau. Je vais commencer par prendre une douche et après je me suis dit non, en fait je vais commencer par boire un verre d'eau. Après je me suis dit non, je vais commencer par boire une douche, et au bout d'un certain moment je me suis dit mais si t'es plus capable de choisir entre boire un verre d'eau ou prendre une douche, il y a un truc qui déconne. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience qu'en fait j'étais dans une impasse dans différentes parties de ma vie, notamment professionnelle. Donc loin de moi l'idée de donner des conseils sur ces sujets, parce que les histoires individuelles sont extrêmement différentes. Mais par contre, je pense que de manière générale, on peut dire que la connaissance de soi et l'identification, je vous ai parlé de la méthode Fémis de chance, mais il y a d'autres méthodes dans le monde qui permettent de s'aligner avec son travail, sont une parade ou sont une prévention contre les sujets de santé mentale et le burn-out en particulier. Merci. Ça nous ramène aussi à la question de finalement l'efficacité ou la performance des organisations qui incorporent dans leur culture de travail des valeurs de bienveillance, de générosité ou d'altruisme. Alors il y a quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle Frédéric Laloux, qui est un peu le grand théoricien de ces modèles-là. Il vous a accompagné chez Make Sense vers une transition vers un modèle qu'on appelle Opal. Est-ce que Fabien, tu veux nous dire un peu de quoi il en ressort ? Oui, donc Frédéric Laloux, il parle d'entreprise libérée. Alors, j'utiliserai pas forcément ce terme-là parce que du coup, ça veut dire que les autres entreprises seraient esclaves ou je sais pas quoi. Ça me paraît un peu fort. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pratiquer, nous, la manière dont on l'exerce chez Make Sense, c'est de pratiquer l'autodétermination, d'être sur un modèle d'organisation horizontale. C'est-à-dire, il n'y a pas de hiérarchie. Vous n'avez pas de manager, vous n'avez pas de dirigeant. Alors, il y a on en parlait tout à l'heure. Il y a des organes, on est une association, donc il y a un conseil d'administration, forcément ça c'est légal, mais on essaie de lui donner le moins de poids possible, juste dans sa limite qui est les risques légaux de l'association, c'est bien sûr eux qui vont les gérer, mais dans la vie de tous les jours de l'organisation, chacun est indépendant. C'est ce qui a permis que Make Sense, en fait, pour refaire un petit peu de l'historique, on a énormément de projets différents qui pop-up. Au départ, c'était de l'entrepreneuriat social. C'était comment on aide les entrepreneurs sociaux à faire émerger leurs projets en faisant des petits ateliers qu'on appelait des hold-up, où c'était des citoyens qui venaient répondre à des problématiques que se posaient les entrepreneurs sociaux pour les aider à avancer. Et puis de fil en aiguille, en fait, il y a l'association a grossi, puis il y a des gens qui se sont dit, par exemple pendant le Covid, il y a énormément de gens qui veulent s'engager mais ils n'ont rien à faire. Tiens, on va mettre en place des ateliers d'engagement citoyen à distance pour aider les gens à passer à l'action, pas sur l'entrepreneuriat social mais sur de l'associatif. Et ça, c'est parce qu'on avait ce mode d'organisation totalement horizontal où à partir du moment où vous avez une idée concrètement, encore une fois, dans la limite c'est comme la liberté, quand on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, là c'est la même chose sur les responsabilités. Si vous empiétez quelque part sur la responsabilité des autres, vous allez devoir demander est-ce que ça te va si je fais ce projet-là et du coup, vous allez pouvoir lancer votre projet. S'il y a un sujet de budget, c'est pareil, il va falloir voir quel est le budget que vous avez et est-ce que vous allez chercher d'autres budgets, auquel cas il faudra faire des sollicitations d'avis pour récupérer le budget. J'essaie d'être très concret avec des exemples concrets pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc concrètement, encore une fois, pas d'organisation hiérarchique telle qu'on l'imagine. Moi, je n'ai pas de manager. J'ai un référent opérationnel qui va m'aider sur mon métier à progresser.
J'ai un référent RH qui va être là pour plus les questions RH. Et tout ce qui est entretien annuel, c'est moi qui vais solliciter une fois par an, en fait, avec les personnes que j'estime qui ont le plus interagi avec moi dans l'année, un comité de développement pour avancer dans ma vie professionnelle. Ça va jusqu'au salaire, à la question du salaire, où en fait on est sur de l'autodétermination des salaires. On a une grille de salaire chez Make Sense, et en fonction de votre niveau, vous allez dire, voilà, moi j'estime que j'ai tel niveau, donc c'est assez précis, la grille est assez précise, et vous allez dire, moi j'estime que j'ai tel niveau. Vous allez passer au comité de développement dont je parlais tout à l'heure, donc avec 5 personnes, qui vont vous faire des retours en utilisant la communication non violente. Alors, vous imaginez bien que pour la question des salaires, c'est hyper important de faire de la communication non violente, parce que s'il y a des sujets qui crispent, c'est bien cela. Et du coup, qui vont vous faire des retours, j'estime que tu n'as pas atteint ce niveau-là pour telle et telle raison, ou alors oui, tu as raison, tu as atteint ce niveau-là. Et puis après, vous allez pouvoir, s'ils ne sont pas d'accord, vous allez pouvoir dire, moi je maintiens en fait que j'ai ce niveau-là, et passer en force. Là où vous pourriez être arrêté, c'est justement par cette notion de waterline, donc qui est le dernier échelon en fait des comités de Make Sense, qui va dire, en fait là, ton augmentation est dangereuse pour la structure parce qu'en fait nous n'avons pas les finances pour, par exemple, donc on peut s'y opposer. Mais pareil, en fait, ce recours-là, qui existe théoriquement, il est très rarement utilisé parce que une des vertus de ces principes d'autodétermination, c'est que chacun se sent responsable. Nous, une de nos valeurs, et désolé, elle est en anglais, c'est « Be free as much as you're responsible ». Soyez libre jusqu'à votre niveau de responsabilité, tout en étant responsable. Du coup, en fait, vous êtes responsable et vous savez que ce niveau de salaire ne correspondrait pas à l'état financier, par exemple, de l'association. Donc en fait, il y a une énorme autorégulation, et je trouve que l'exemple du salaire, il est pas mal pour illustrer ce que ça peut être une organisation opale. Donc nous, pour finir, il y a trois valeurs qui sont piliers en fait pour que ça fonctionne. C'est la confiance qui est à la base de tout, en fait, et qui s'oppose pour le coup à la question du contrôle. Donc par défaut, on a confiance. C'est l'autonomie. Donc dans l'autodétermination, l'autogestion, il y a la question d'autonomie et la transparence. Par exemple, sur les salaires, le pendant du mode d'organisation dont je vous parlais sur la détermination des salaires, c'est que les salaires sont transparents. On connaît les salaires de tout le monde dans la structure. Et donc ça, pour des Français, ça pose des questions quand même. C'est un petit peu un truc à apprendre. Mais le côté positif, c'est que si tu n'es pas d'accord avec le salaire de ton collègue, tu vas parler avec ton collègue sur pourquoi tu n'es pas d'accord. Et puis c'est surtout à toi de dire, j'estime que j'ai le même niveau de compétence, et vas-y, fais le travail de modifier ton salaire. Donc c'est extrêmement vertueux, et notamment sur la question du salaire, moi je trouve que ça nous sort énormément de cette espèce de truc qu'on a en France, et notamment qui est cultivé par certaines fonctions RH, il faut surtout être opaque sur les salaires, personne ne veut être transparent. C'est le bon moyen pour avoir des écarts de salaire. Alors, femmes-hommes, je vous en parle même pas, mais d'une manière générale, celui qui sait négocier aura un bon salaire, celui qui ne sait pas négocier aura un mauvais salaire. On essaye de limiter un petit peu ça, donc c'est super vertueux selon moi. Et on pourrait penser que, a priori, ça ne marcherait pas pour des entreprises du secteur privé vraiment très traditionnelles, on va dire. Et notamment, Frédéric Laloux a accompagné des acteurs comme des fabricants de purée de tomates aux États-Unis, donc vraiment des industries du secteur privé très traditionnelles, qui ont évolué vers ces modèles-là. Donc une organisation qu'on appelle, ça a différents noms, mais on peut dire opale, libérée, holacratique, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est celui de la plénitude. Donc, c'est un pilier qui est lié à l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est se connaître soi-même et comprendre ses émotions, les émotions des autres, et être capable de réguler ses émotions. Le deuxième pilier, c'est celui de l'autogouvernance. Donc, c'est ce qu'a évoqué Fabien, l'absence de pyramide d'un modèle classique où les gens peuvent prendre des initiatives. Et le troisième pilier, c'est celui d'une raison d'être évolutive, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut venir questionner la raison d'être de notre organisation pour proposer des nouveaux projets. Je voulais aussi, Inès, te donner la parole sur des injonctions que tu entends souvent
du type médite pour être plus performant. Et on a l'impression aussi que ces formations, ces ateliers seraient donnés pour rendre des collaborateurs ou collaboratrices plus performants. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Oui, c'est vrai que on entend beaucoup que la méditation peut nous rendre plus performants, et donc je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent être intéressées à faire de la méditation pour rendre leurs équipes au final plus performantes. C'est vrai que nous, on n'aime pas faire ce raccourci parce que au final, si on va cultiver ces qualités de connaissance de soi, d'écoute de soi, ça va avoir des impacts, je pense, beaucoup plus larges que simplement sur notre performance, et ça va irradier à la fois en interne dans l'organisation à plein de niveaux très différents. Probablement sur la performance, de toute façon, c'est très difficile de mesurer, mais aussi à l'extérieur de l'organisation. Donc déjà, c'est beaucoup plus large, et je trouve que le raccourci, il est un peu vicieux. Et puis ça me fait penser à ce que Ludovic disait au début, quand tu disais si on est altruiste au travail, en fait, qu'on ne peut pas vraiment, si je résume, être altruiste au travail parce qu'on aura forcément des relations intéressées. Mais en fait, si tu es altruiste, qu'une de tes qualités, c'est d'être quelqu'un d'altruiste, et que tu l'es, et qu'au final, en faisant un acte altruiste au travail, ça va te faire du bien. Est-ce que, quelque part, c'est mal ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc, je pense que dans la méditation, c'est un peu pareil. Il va y avoir deux intentions. Il y a des entreprises qui vont avoir l'intention vraiment de faire ça pour le bien-être de leurs collaborateurs, et d'autres qui vont tester ça pour la performance. In fine, en fait, les bienfaits vont être là, a priori. Peut-être qu'il y aura plus de performance, peut-être pas partout. Peut-être que certaines personnes, d'ailleurs, réaliseront qu'elles ne sont pas au bon endroit et partiront. Enfin, il peut y avoir plein d'impacts très différents. Mais c'est vrai que je trouve du coup que c'est un raccourci qui est, encore une fois, qui traduit une mauvaise vision de ce que l'écoute de soi peut apporter. Et je pense que parce qu'on a encore du mal à accepter la sensibilité, enfin qu'en fait, être sensible... et accepter le fait de pouvoir être sensible, d'avoir des émotions au travail, c'est juste accepter l'humain en tant que tel, et j'espère que ce que tu disais, dans 5 et 10 ans, ce sera une base et qu'on n'aura plus à faire ces raccourcis. Merci. Ludovic, tu voulais intervenir ? Tout à l'heure, je rebondissais sur le débat qu'il y avait eu sur ce canapé il y a 3 heures entre Christophe André et Mathieu Ricard. À titre individuel, je fais partie de celles et ceux qui pensent que il est mieux d'avoir un altruisme, quelle que soit son intention, ou l'exercice d'un acte généreux. À la limite, peu importe l'intention, et en ce sens, je suis, à titre individuel, aligné avec toi. Et du coup, on commence par quoi ? Si on est dans une organisation, voilà, qu'on cherche à convaincre sa hiérarchie, ou convaincre ses collaborateurs, collaboratrices, par quoi on peut commencer, Inès ? Je pense à en parler tout simplement. C'est vrai, Ludovic disait, il n'y a pas que la méditation, et complètement, enfin, on prêche toujours sa paroisse, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres outils. Et en fait, juste déjà en parler, réussir à faire des choses ponctuellement, trouver ce qui fait sens pour l'entreprise. Donc ça peut être à des occasions comme la semaine de la qualité de vie au travail qui a lieu en juin, du 17 au 21 juin, organiser dans votre entreprise, je ne sais pas, des groupes de parole. À cette occasion-là, dans vos réunions, faites une météo intérieure, proposez d'aller faire une balade, de vous connecter au vivant qu'il y a dans le parc autour de chez vous, organisez une séance de yoga, et juste en fait ouvrez la parole sur ces sujets-là et voyez ce qui se passe. Et peut-être qu'il y a des choses étonnantes, des liens qui vont se créer, et après de manière plus régulière. Et c'est juste en parler, mettre en place, faire une action et un pas après l'autre, en fait, faire ce chemin pour changer les choses. J'imagine, Ludovic, vous rencontrez souvent des profils qui se sentent bloqués dans leur entreprise actuelle. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ? C'est quoi les petits pas possibles J'ai une proposition de petits pas, mais Fabien va parler avant moi. Ouais, du coup, je vais un peu répondre à la question. Donc, moi, je repartirais un petit peu de ce que tu disais, Inès, sur l'impermanence de nos désirs, en fait. Et donc, ce qui a du sens aujourd'hui n'en aura pas forcément demain. C'est un bon moyen pour un peu
dédramatiser les enjeux, et moi je déteste la notion de job de rêve, j'y crois absolument pas. À titre personnel, mon job de rêve, ce serait de ne pas travailler sur la partie rémunérée, hein. C'est-à-dire que si j'avais pas besoin d'argent, je ne travaillerais pas de manière rémunérée. Je ferais très certainement d'autres formes de travail non rémunéré à hauteur de mes envies, mais certainement pas un travail rémunéré. Donc, ceci étant, je trouve vraiment qu'il faut se dépassionner un petit peu de ce truc de job de rêve et se dire, je vais commencer à bouger, qu'est-ce qui me va pas, comprendre un petit peu, là je vous fais vraiment sur la partie changer de job, hein, qu'est-ce qui me va pas dans mon travail aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de changer, et puis peut-être que le prochain job, ce sera un tout petit peu mieux, mais pas suffisant, et puis vous allez faire au fur et à mesure, et puis de manière incrémentale, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra plus. On parlait tout à l'heure de mieux se connaître. Des outils comme l'Ikigai aussi vont vous permettre d'avancer, de voir vers quoi vous voulez vous tourner. Quand on se dit, si je reviens sur l'altruisme au sens être utile par son travail, en fait, il y a plein de causes qui existent, hein. Vous pouvez être utile de plein de manières différentes. On parle souvent d'environnement, il y a tout le social, il y a vraiment... Et tous les métiers, vous pouvez trouver une utilité. Donc déjà, commencez par vous connecter à... Qu'est-ce qui vous intéresse ? Tout à l'heure, il y avait une question pendant la méditation qui était pour provoquer la colère. Qu'est-ce qui vous a mis en colère récemment ? Ça peut être un bon exercice. Ce qui vous a mis en colère récemment, quelle injustice, par exemple, vous a mis en colère ? Si vous réfléchissez à ça, comment professionnellement je pourrais travailler pour résoudre une partie de cette injustice ? Et du coup, vous allez faire un petit peu votre cheminement comme ça. Donc, là, ça, c'est peut-être pas le premier petit pas possible parce que c'est pas si petit que ça, hein. Mais déjà, commencez à vous documenter, à vous interroger, à vous dire qu'est-ce que j'ai envie dans un monde idéal. Sortez de toutes les barrières. Dans un monde idéal, qu'est-ce que je ferais comme métier qui me botterait vraiment ? Pourquoi je le fais pas aujourd'hui ? Et du coup, vers quoi je peux aller qui tendrait vers ce métier-là, ou en tout cas qui s'inspirerait de ce que j'apprécie dans ce métier-là. Voilà, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si tu veux compléter. Merci. J'ai découvert le terme de plus petit pas possible par l'équipe de Karuna, et depuis, j'essaie de l'utiliser tous les 2 jours parce que je le trouve extrêmement inspirant. C'est-à-dire, on est dans une conférence sur l'altruisme et on sort, et donc quoi ? Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi le plus petit pas ? J'ai été inspiré, qu'est-ce que je fais ? Et au début de notre discussion, je vous disais, il y a 48 sorties d'orage, il y a 48 heures, c'était le moment le pivot dans ma vie professionnelle des 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec toute l'équipe de Chance, on s'est dit, ok, notre mission, c'est l'égalité des chances. En France, on est dans une société qui est hautement inégalitaire. Chiffre de l'OCDE 2018, si vous faites partie des 25% des Français et des Françaises aux salaires les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à votre descendance pour passer au-dessus du salaire médian. 6 générations, c'est 2 siècles. Et je vous donne un point de repère, au Danemark, c'est 2 générations. En Espagne, c'est 4. En France, pays de la Révolution française, de l'abolition des classes sociales, c'est 6. Ok, donc il n'y a pas de mobilité sociale. À partir de là, on se dit, un des leviers pour la mobilité sociale, c'est la mobilité professionnelle. Comment est-ce que je peux trouver un endroit dans lequel je suis aligné au travail, dans lequel je peux progresser, donc accéder à de la mobilité professionnelle et in fine à de la mobilité sociale. Okay ? Mais pour pouvoir trouver vers où aller, j'ai besoin qu'on m'y aide à découvrir un métier, à m'ouvrir une porte, parce que je suis dans une case, on ne veut pas me faire sortir de ma case, ou bien je n'ai pas la bonne couleur de peau, ou la bonne religion, ou le bon âge, ou le bon genre. Il faut que quelqu'un me donne ce coup de pouce professionnel pour que je puisse rencontrer la bonne personne, obtenir le bon entretien, etc. Et donc, ça, c'est le postulat. Là-dessus, on voit une étude Ipsos, on cherche altruisme. On voit une étude Ipsos qui dit, les Français sont-ils altruistes ? 35% des Français et des Françaises disent qu'ils voudraient aider les autres au-delà de leur entourage direct, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et que s'ils avaient un moyen simple de le faire, alors ils le feraient. Ça, vous connaissez les sondages, c'est déclaratif, etc. On se dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Et donc, le pari qu'on a pris avec toute l'équipe de Chance, c'est de se dire, ok, là, il y a un potentiel altruiste dans la société qui est non exploité. Il y a un problème social majeur. Peut-être qu'on peut essayer de donner cet outil hyper simple pour que toutes les personnes qui se disent
pouvoir exercer leur altruisme s'il y a un moyen simple de le faire, puissent le faire. Et on a travaillé comme des fous sur ça, qui est un pari fou de dire on va prouver par des chiffres que les comportements altruisme existent dans notre pays. Et donc, il y a 48 heures, on a lancé 3 minutes pour les autres, que vous voyez sur le kakémono ici, à droite. Et qu'est-ce que c'est 3 minutes pour les autres? C'est une idée extrêmement simple. C'est de dire, tous les jeudis matins, tous les membres de 3 minutes pour les autres vont recevoir une liste personnalisée de 10 demandes de coups de pouce professionnels d'un autre Français ou d'une autre Française. Ça prend 3 minutes, c'est pour ça que ça s'appelle 3 minutes, ça prend 3 minutes de les regarder par semaine, donc 3 minutes par les autres par semaine. Si vous pouvez aider la personne, vous cliquez, vous lui parlez. Si vous ne pouvez pas l'aider, et vous pouvez aider personne cette semaine, vous attendez la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas aider, mais vous pensez à un ami qui peut aider, vous envoyez à l'ami. C'est aussi simple que ça. C'est super simple, c'est gratuit, et ça peut changer des vies. Et donc ce pari énorme qu'on a fait, en mobilisant absolument toute l'équipe sur quelque chose qui est complètement non transactionnel, parce que les demandes sont gratuites et les offres sont gratuites, on l'a lancé il y a 48 heures. Et la super bonne nouvelle, c'est pour ça que l'éclaircie derrière l'orage, c'est que depuis 48 heures, il y a 2500 coups de pouce qui ont été donnés. Donc ça veut dire qu'il semblerait que le pari de dire il y a un potentiel altruiste qui peut s'exprimer chez les Français et les Françaises pour les autres, qui peut avoir un impact sur recréer du lien social dans notre société et recréer de la possibilité ou essayer d'améliorer un tout petit peu l'égalité des chances, c'est possible. Donc ça a 48 heures. On va voir ce soir à combien de coups de pouce on sera. C'est sur le site de Chance si vous voulez voir le nombre de coups de pouce et voir par rapport à 2500 où on en est. Et s'il y a parmi vous des personnes qui sont altruistes et qui se demanderaient éventuellement s'il y avait un plus petit pas possible pour faire quelque chose de très simple dans cette direction, mais vous êtes les bienvenus pour aller sur le site de chance.co/entraide. Chance.co/entraide, ou bien de prendre une petite photo de ce QR code ici, à droite. Voilà, et c'était ça, moi, l'éclaircie et le pari de l'altruisme qu'on fait en disant il y a un pouvoir de l'entraide. Et oui, on va prouver que les Français et Françaises sont altruistes, contrairement à tout ce que nous rabâchent les médias tous les jours et que l'homme est un loup pour l'homme. Merci. C'est un très bel outil qui est très simple, que je vous recommande chaleureusement. Est-ce que, avant qu'on passe le micro à l'audience pour peut-être des questions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ou on passe aux questions? Alors, qui a le micro? Bonjour. Ma question, et je trouve que c'est une question primordiale, vous n'avez pas parlé du process de recrutement. Et vous, dans votre programme Chance, ça n'empêche pas un process de recrutement par la suite. Donc, si on ne change pas les bases des process de recrutement, on ne peut pas donner l'égalité des chances. Et je pense qu'il y a pas mal d'angles que vous n'avez pas... vous n'avez pas été assez profondément dans cette réflexion-là. Et je pense que cet angle-là est primordial. On n'a pas répété, mais en fait, on lance la filiale de recrutement de Chance. Donc, merci beaucoup pour... En fait, vous avez totalement raison. Les barrières, ce qui limite l'alignement d'une personne avec un travail, il y a 4 types de barrières. Première barrière, la barrière d'orientation. Qui suis-je? Quelle est ma place? On en a beaucoup parlé, vous avez raison. Deuxième type de barrière, et je suis totalement aligné avec vous, c'est barrière de recrutement. C'est en fait, si j'ai pas fait exactement le même job avant et que j'ai un parcours non linéaire, alors j'ai beau avoir les compétences, on ne me reçoit pas en France. Premier point. Et à cela vient s'ajouter toutes les autres discriminations illégales que vous connaissez. Ça, c'est les barrières externes, barrières de recrutement. Troisième type de barrière, c'est les barrières de compétences. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des compétences qui sont requises par le marché du travail? Avec toutes les transitions qui sont en train de se passer sur l'IA et sur la transition éco, il y a d'énormes changements qui vont opérer. Et le quatrième type de barrière, qui est d'une nature un petit peu différente, c'est les barrières de financement. C'est-à-dire, il existe des solutions payantes sur les 3 autres types de barrières, orientation, recrutement, formation. Encore faut-il que j'ai les moyens pour le financer. Donc, ça, c'est les 4 barrières qu'il faut dépasser, parce que s'il y en a une que vous ne dépassez pas, c'est x0
Donc autant rien faire. Ça vous fait une belle jambe d'avoir un PDF qui vous dit quoi faire. Ou de très bien vous connaître si in fine personne ne vous permet de. Donc 2 éléments de réponse par rapport à ce que vous dites. 1, dans 3 minutes pour les autres, il y a la notion d'ouverture de porte. Donc de hacker la barrière du recrutement pour qu'on me donne la chance. Premier élément. Le deuxième élément sur le recrutement, et c'est ce sur quoi on travaille. Et ça me tient extrêmement à cœur et je viens du recrutement et c'est pour ça que Chance est né sur ce point-là. C'est tant que le FEMI dont je vous parlais, qui est une carte d'identité de l'individu professionnel, une façon de décrire un individu, pas que sur j'ai fait ce job avant, j'ai fait ce métier. Mais de toute façon, les métiers sont en train de changer, donc on ne pourra plus déduire le profil d'une personne de son métier passé. Donc la carte d'identité professionnelle sur la base du FEMI, on peut faire exactement de la même chose du côté de la description du poste. Donc exprimer le poste, non pas je cherche quelqu'un qui a fait exactement le même job dans une boîte concurrente avant, mais je vais exprimer en langage FEMI sur les 4 piliers mon besoin de recrutement. Et donc là, on peut faire un matching sur la base de la data FEMI. C'est ça ce sur quoi on travaille. Et donc d'avoir un langage qui, lui, est méritocratique et n'est plus discriminant à la non-linéarité. Est-ce que ça répond à votre question ou... Si on ne change pas les process de recrutement basés que sur les diplômes et pas sur le savoir qu'on peut acquérir de façon autodidacte, on ne donnera jamais de chance à beaucoup de gens, alors qu'ils ont des compétences incroyables. Et je pense que le savoir académique, aujourd'hui, il ne faut plus se baser que sur cela. Et justement, j'ai remarqué dans les entreprises, j'ai travaillé à l'étranger, ok, on n'a pas la sécurité du travail, c'est-à-dire que vous venez le premier jour, vous pouvez, si vous ne faites pas bien votre boulot, être viré le premier jour. Mais par contre, il laisse des chances aux gens qui n'ont pas exactement le diplôme, mais qui ont les compétences. En France, ce n'est pas le cas. Du coup, ça discrimine d'autant plus les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont des maladies rares, les personnes qui ont des handicaps et les personnes qui viennent de niveaux culturels ou social les moins élevés, mais qui ont pu acquérir un savoir-faire de façon autodidacte dans leur vie. Et je pense que si on ne prend pas en compte tous ces aspects, on ne peut pas donner l'égalité des chances. Parce que ceux qui ont des diplômes qui viennent de familles favorisées, ils s'en sortiront toujours. Je peux vous donner quelques éléments de réponse et ensuite on peut poursuivre la conversation. Si ça devient technique, on peut en parler séparément pour pas que tout le monde rentre dans ce sujet technique. Je pense que quand je vous parlais de FEMI tout à l'heure, en fait, c'est la description sur le pilier M des compétences requises pour ce métier donné, pas du diplôme, justement. Sur le pilier F, par définition, la finalité, elle n'a rien à voir avec le diplôme. Rien. Rien à voir avec le job que vous avez fait avant. L'environnement, rien à voir. Et le I, rien à voir. Donc vous voyez que dans le langage dans lequel j'exprime une opportunité de travail, il n'y a rien qui est discriminant. Donc si vous pouvez exprimer du côté de l'employeur ou l'employeuse en langage non discriminant votre offre et que vous pouvez rapprocher un candidat dont la candidature est exprimée en langage non discriminant, a priori, vous faites sauter les discriminations. Ouais, vas-y. Sur des outils concrets qui existent aujourd'hui, après c'est aux entreprises aussi ou pas de s'en saisir, et donc il y a un vrai sujet de comment on transforme les entreprises par rapport à ça, mais il y a les CV de compétences. C'est-à-dire comment on transforme les CV plutôt que d'avoir formation, expérience professionnelle, de plutôt aller chercher les compétences. Il y a donc ça c'est pour vraiment travailler ce que vous disiez sur comment tout ce qu'on apprend par soi-même de manière autodidacte, on peut le mettre. Ces expériences associatives, bénévoles, etc. On peut les mettre comme ça, les traduire en compétences acquises. Et pour l'autre biais de recrutement énorme qui est pas la bonne couleur de peau, pas la bonne origine géographique, pas le bon genre, il y a tout ce qui est CV anonyme. Voilà, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui en France, mais peut-être que ça pourrait le devenir. Du coup, il y a des entreprises qui pratiquent le CV anonyme. C'est une minorité, mais on peut justement militer pour généraliser ça, notamment dans l'économie sociale et solidaire, qui devrait être un petit peu la base, en vrai. Donc, je pense que c'est 2 outils qui sont super intéressants. Nous, là, actuellement, on est en train de travailler avec l'AFEV, Article 1, Bondi Blog,
et banlieue climat sur la question des quartiers prioritaires. Comment on aide les jeunes des quartiers prioritaires à s'insérer dans des emplois en faveur de la transition écologique. Vous savez, il y a de plus en plus d'emplois, pas forcément des emplois très diplômés, qui sont pour la transition écologique, par exemple les usines de batteries dans le Nord qui recrutent énormément. Et on a un vrai déficit de recrutement et on a un vrai déficit aussi de connaissances par les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et donc on va essayer de faire matcher ça. Et comment on le fait ? Justement, on travaille... Alors, ce sera un outil parmi d'autres, mais sur un outil un peu d'intelligence artificielle, c'est un peu à la mode aujourd'hui, désolé, pour aider à questionner en fait les jeunes des quartiers prioritaires sur qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ok, ça veut dire quoi comme compétences que tu as développées, et l'aider à construire justement ce CV de compétences. Et puis après on va aller avec des associations de terrain et notamment les missions locales pour trouver les emplois qui correspondent. Mais ça c'est un travail de fourmi qui se fera vraiment avec des associations et la bonne volonté aussi des entreprises, et c'est ça aujourd'hui qui bloque un petit peu, c'est cette bonne volonté des entreprises qu'on va essayer de transformer. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question peut-être avant qu'on clôture la table ronde ? Ah oui, pardon, je ne l'avais pas vu. Il y a Mélodie qui arrive. Alors Fabien, je suis désolé, je vais la sortir du contexte, ou je ne vais pas ramener le contexte, mais tout à l'heure vous disiez, vous posiez une question, qu'est-ce que je ferais dans un monde idéal ? Est-ce que la question préalable, et du coup l'application, ne serait pas qu'est-ce que je ferais pour un monde idéal ? Parce que attendre le monde idéal, c'est sympa, mais y contribuer, d'où peut-être l'altruisme, sans parler de sacrifice, mais avant d'aller dans un monde idéal et de faire ce que je veux, la planche à voile toute la journée, je ne sais pas quoi, à un moment donné, il faut peut-être participer à ce monde idéal. Merci. Oui, alors mon sujet quand je disais qu'est-ce que je ferais dans un monde idéal, c'était surtout quelle serait ma contribution idéale en fait, voilà, quel serait mon métier, alors je parle pas de job de rêve, mais là je suis en train de vous parler de métier idéal, donc c'est un petit peu divergent, dissonant, mais c'était cette question-là. Oui, après, effectivement, c'est comment je contribue à un monde qui me convient mieux, avec un point d'attention quand même. On n'est pas des super-héros non plus. Et faut pas. Enfin, moi, je vois beaucoup dans le monde associatif de surinvestissement. On parlait de burn-out tout à l'heure. Ça peut être une source de burn-out. Donc, il faut faire quand même attention à ça aussi, se dire. On parlait de bienveillance, de se sentir bien, se poser la question à chaque fois de comment je me sens bien dans cette contribution-là et ne pas aller trop loin, quitte à risquer de soit d'avoir des frontières trop floues entre le monde du travail et le monde du non-travail, ce qui est un vrai sujet, ou se surinvestir et se cramer totalement. Et du coup, ce qui pourrait avoir, moi j'ai toujours très peur de l'effet un petit peu pervers de tout ça, de se dire je me suis vachement investi, au final je me suis cramé, du coup je vais avoir un mouvement de recul qui fait que je vais partir bosser chez Total ou je sais pas où, peut-être pas chez Total, mais en tout cas dans un truc où je vais dire juste je me désinvestis totalement parce que je me suis trop investi et aujourd'hui je suis cramé. Donc il faut faire attention à ça quand même. Donc dans tout ce qu'on entend parfois, notamment Jean Covici qui dit il va falloir bosser vachement plus parce qu'il y a du taf pour bâtir la société qu'on veut. Attention, parce que si on n'a que des personnes qui bossent trop et qui sont totalement cramées, je ne suis pas sûr que la société soit un monde idéal. Merci. Je pense que c'est le moment de clôturer cet échange et je compte remercier chaleureusement nos 3 intervenants, Inès, Fabien et Ludovic. Merci pour votre temps et votre présence. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Quentin.